Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec René Nury. Bonjour René. Bonjour Virginie. Qui va nous parler de son ouvrage Angoisse, paradoxes et systèmes, paru aux éditions Maya Psychologie. Oui. Alors, dans cet ouvrage, donc, vous êtes déjà généraliste. Vous êtes un professionnel. Donc, on n'est pas sur un roman, on est sur un ouvrage très pratique et théorique. Et donc, vous nous parlez des angoisses, des paradoxes et des systèmes. Alors déjà, les angoisses, on va commencer par là. Toutes les pathologies, tous les gens qui viennent au cabinet, c'est parce qu'ils ont des angoisses, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que s'ils n'ont pas de problème, ils ne viennent pas. Vous seriez tranquille. Voilà. Et donc, à mon avis, je cherchais un dénominateur commun. Comme en physique, on cherche la théorie du tout. Moi, je cherchais un dénominateur commun qui explique toutes les genèses des pathologies. D'accord. Alors, la question qui suit, est-ce que toute la psychiatrie est résumée par les angoisses? Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout angoissé, et il y a des psychiatries, par exemple la psychiatrie des déments, des Alzheimer, tout ça, la psychiatrie des pervers et des gens qui n'ont aucune émotion et tout ça, qui n'ont aucune angoisse, ils sont pathologiques, on doit les enfermer quand même, et il n'y a pas d'angoisse. C'est pas le problème, il n'y a pas que ça. Mais en général, les gens qui viennent voir, c'est parce qu'ils ont des angoisses, et que ces angoisses entraînent un mal-vivre, un mal-être, etc. Et donc, les gens qui n'ont pas forcément d'angoisse, est-ce qu'ils ont quand même vécu un traumatisme initialement ou pas du tout? C'est pas obligé, parce que le traumatisme, il y a des traumatismes qui peuvent ne pas être traumatisants. Parce que vous pouvez très bien avoir eu quelque chose de grave dans l'enfance, avoir une sublimation, ce que Cyrulnik appelle une résilience, et puis avoir réussi votre vie parce que vous êtes développé, vous avez fait quelque chose de la politique, vous avez fait de l'abnégation dans un culte, dans un cadre religieux, le bénévolat ou ce que vous voudrez, et réussir votre vie justement parce que vous avez eu des emmerdements quand vous étiez petit. Oui, c'est la fameuse fêlure de l'artiste d'ailleurs. Voilà. D'accord. Donc associer le traumatisme et tout ça, c'est pas tout à fait. Ensuite, les traumatismes. Le même traumatisme n'est pas la même chose pour les gens. Par exemple, vous êtes vous êtes militaire, vous cassez la jambe au Vietnam pendant la guerre, vous êtes rapatrié, vous êtes vachement content parce que vous avez la jambe cassée. Alors que si vous vous cassez la jambe parce que vous allez acheter des cigarettes en plein milieu de la ville, et bien vous vous pétez parce que c'est pas normal quand vous cassez la jambe quand vous allez acheter des cigarettes. Et c'est la même chose, vous avez la jambe cassée. Et donc on ne vit pas les choses pareilles selon le contexte, selon les gens et tout ça. D'accord. Donc le traumatisme, ce qui compte, c'est la façon dont c'est vécu, pas la chose. Oui. Donc une angoisse, c'est l'anticipation négative de quelque chose qui pourrait arriver, mais qui souvent n'arrive pas. Oui, l'angoisse vient du fait que justement on n'arrive pas à prévoir, et donc on est dans quelque chose qui s'appelle l'incertitude. Et l'incertitude, c'est la définition de quelque chose qu'on ne peut pas faire le choix. Parce que si il vous arrive quelque chose et que vous savez que vous allez y gagner quelque chose, vous perdez, je sais pas moi, vous perdez votre travail, vous êtes mis à la porte et vous êtes content parce que le travail vous réussissez pas et qu'à partir de là vous allez pouvoir vous mettre à faire de la peinture, ce que vous voulez faire depuis toujours, et bien vous êtes content finalement parce que vous allez évoluer autrement. Mais si vous perdez ça et que vous n'avez plus rien après, bien vous avez tout perdu, vous êtes dans une phase de deuil de quelque chose. Voilà, oui, parce que le deuil, donc c'est pas uniquement quand on perd quelqu'un, les phases de deuil, c'est toutes les pertes. Oui, il y a des deuils sans objet, sans cadavre. Oui, voilà. Oui. Et quelqu'un qui a la foi, par exemple, n'a pas cette incertitude. Où est-ce qu'on peut la différencier de la foi, cette incertitude? On différencie les choses, ça n'a rien à voir. La foi, c'est au niveau de ce que Watson appelle le quatrième étage, c'est au niveau de ce qu'on ressent soi. Donc on est dans quelque chose qui nous habite et qui est de l'ordre du personnel. L'incertitude, alors on peut se poser des questions sur Dieu, ça c'est une autre histoire. Hein. Oui. Ou sur la volonté, ou sur les desseins de Dieu, ce que vous voudrez. Mais l'incertitude, ça vient du fait que vous êtes dans un monde et que vous n'arrivez pas à comprendre comment on vit dans ce monde. Parce que vous ne comprenez pas les règles, parce qu'il y a des injustices, parce que vous ne savez pas si ce que vous allez faire est bien ou pas bien, sera reconnu ou pas reconnu. Et on n'est pas au même niveau. Là, au niveau du vécu de tous les jours. La foi, c'est au niveau supérieur, c'est au niveau de la sublimation. Et la foi permet de supporter des choses. Dans les camps de concentration, les gens qui étaient les communistes et les religieux ont mieux supporté les camps de concentration que ceux qui étaient là, qui ne savaient pas pourquoi. Parce qu'ils étaient juifs ou je ne sais pas quoi. Alors que les autres, ils sublimaient ça, ils avaient une explication, ils savaient qu'ils étaient là parce qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, et que donc ils payaient ce qui était normal pour eux, mais ils savaient pourquoi ils étaient là. Les autres, ils ne savaient pas. Oui, d'accord.
Donc tous les gens qui nous regardent ne sont pas forcément angoissés. L'angoisse, elle peut quand même... Il y a l'anxiété. Tout à fait. Est-ce que l'anxiété, c'est la manifestation physique de l'angoisse ou c'est un niveau différent? C'est à peu près pareil. C'est pareil. L'angoisse et l'anxiété. L'angoisse, c'est le différence de la peur, et l'anxiété, c'est un truc, c'est le nom de l'émotion. Pour moi, c'est à peu près synonyme. Donc, dans votre ouvrage, vous donnez le lien entre angoisse et paradoxe. Oui. Donc, le paradoxe, il n'y a aucun choix qui est possible. On est face à une porte qui est fermée et on ne voit pas d'issue. Bon, mais le paradoxe, vous avez... Alors, il y a des paradoxes qui sont ludiques, et donc... donc les mathématiques, la magie, vous donnez des exemples dans votre ouvrage. Et en plus, on n'a pas envie de savoir pourquoi, parce que si vous allez voir un tour de magie, et on vous explique pourquoi, ça perd son charme. Donc en plus, on n'a pas envie de chercher à savoir. Et une autre chose qu'il y a, c'est que quand vous êtes devant une situation comme ça, paradoxale, où on ne comprend pas pourquoi la femme coupée en deux se met à marcher, en plus, vous sortez de là... Elle a été coupée, c'est d'une goutte de sang. Ah, c'est d'une goutte de sang. Et vous sortez de là en disant, j'ai vu un truc extraordinaire, bon, et puis vous allez vous coucher, ça ne vous pose pas de problème. Oui. Dans le paradoxe, il y a une règle, en plus, une troisième règle qui est obligatoire, le paradoxe social, relationnel, qui vous oblige à faire un choix alors que vous ne pouvez pas faire de choix. Et c'est ça qui pose un problème. Parce que si vous êtes face à un enfant, face à un adulte qui lui impose quelque chose, quelqu'un qui cherche dans la religion, face à son gourou qui lui impose un paradoxe exprès pour qu'il soit confus, et que la confusion entraîne une histoire d'angoisse et tout ça, pour qu'il cherche quelque chose à se développer, c'est le problème des paradoxes dans le bouddhisme zen, toutes les choses comme ça. Et puis, quand vous avez un psychiatre qui vous pose un paradoxe, il le fait, ou un psychologue qui vous pose un paradoxe, il le fait parce que ça va vous perturber, qu'il pense que de là, vous allez réagir quelque chose. Donc, c'est pas toujours dans le mal. Par contre, vous avez dans la double contrainte, c'est une forme de paradoxe qui est connue de Batson, on vous impose un paradoxe et vous êtes coincé parce qu'on vous demande de trouver la réponse et vous ne pouvez pas la trouver. Et oui, il n'y en a pas. Quand une mère vous dit « mon petit, viens ici », qu'elle vous repousse en même temps avec les deux mains et qu'elle vous dit « viens m'embrasser », qu'elle vous repousse, le gamin, il ne sait pas s'il faut venir, pas venir, et finalement, là, il rentre dans une espèce d'angoisse et puis il ne peut pas s'en sortir puisqu'il n'y a pas de réponse. D'accord. Mais donc on a dit qu'il y a cette absence de choix dans ce paradoxe, mais le fait de ne pas choisir, c'est un paradoxe aussi. Les gens qui disent « moi j'ai pas d'avis, je choisis pas », est-ce qu'ils ne se mettent pas eux-mêmes dans un paradoxe? Quand on est face à un paradoxe, non, ça c'est une autre histoire. Quand on est face à un paradoxe, on peut faire le choix de ne pas choisir. Oui. Par exemple, vous avez une femme qui doit s'occuper de son père qui est handicapé, or elle a appris... culturellement, la religion lui a dit qu'il fallait s'occuper des parents. Socialement, tout le monde lui dit qu'il faut s'occuper des parents dépendants. Sa mère lui a dit, quand elle est morte, lui a donné comme mission de s'occuper de son mari et tout ça. Bon. Et puis finalement, un jour, la mère meurt et puis elle reste avec son père. Or, ce père l'a violée quand elle était petite. Oui. Alors donc, je dois m'occuper de mon père parce que et je ne veux pas m'occuper de mon père parce qu'il m'a violée. Et qu'est-ce que je fais? Et alors, on lui explique. Donc, le jeu, j'exagère en disant ça. Je simplifie, je caricature. Le jeu consiste à lui montrer qu'il y a les deux possibilités, que pourquoi il y a un côté, pourquoi il y a l'autre, qu'est-ce que c'est que le paradoxe, pourquoi elle n'arrive pas à choisir, et après elle choisit, par exemple, de ne pas choisir, et donc elle continue à s'occuper de son père. Mais, à la différence d'avant de rentrer à la séance, elle sait qu'elle aurait pu choisir autre chose. Et oui, voilà. Oui. Après, elle décide. Alors après, voilà, elle ne le fait pas parce que ça peut être le jugement de l'autre, ça peut être ce qu'on lui a inculqué étant enfant, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, elle a effectivement le choix. Y compris le choix de ne pas choisir. Voilà, et oui. Seulement, là, elle est libre. Alors qu'avant, elle était obligée. Et oui, parce qu'avant, elle le faisait parce qu'elle obéissait à la mission que lui avait imposée sa mère. Et maintenant, elle décide que son père avait fait ça, mais que bon, il est vieux, il est malade, tout ça, et que maintenant il ne risque plus rien, c'est à elle, ça vous en occuper. Alors, il y a une phrase d'ailleurs, je pense qu'on peut rajouter, moi qui m'a beaucoup plu, vous dites, pour qu'il y ait des tyrans, il faut que certains acceptent d'être des esclaves. Tout à fait. Parce que ça fait partie des couples pathologiques. Mettons, vous avez théoriquement un homme qui est pervers narcissique, qui est violent, et une femme qui est masochiste. Je caricature. Hein. Oui. Et donc,
Elle vient chez le toubib et puis on lui dit, elle se complaît à prendre des bouffes, à prendre des... Oui, parce que finalement, elle a une étiquette et cette étiquette, elle lui permet d'avoir l'attention du corps médical, d'autres personnes aussi. Ça aussi, c'est les bénéfices secondaires. Oui. Mais donc, le fait qu'elle ne part pas, elle part pas. Et en plus, elle le protège, ou elle lui trouve des excuses. Ça se voit beaucoup avec les enfants qui sont abusés, quand ils parlent de leurs parents et tout ça. Parce qu'en plus, le deuxième parent qui devrait les protéger ne prend pas parti ou prend parti de l'abuseur, et donc l'autre se dit que c'est de sa faute, si, etc. Et donc les victimes continuent, permettent à l'autre d'être tyran. Oui. Mais souvent d'ailleurs, ces enfants-là, il y en a certains qui reproduisent le schéma. Donc là, on n'est pas dans on est dans quel schéma? Ça, je ne sais pas. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. Parce qu'alors, vous avez... C'est la seule issue qu'ils ont trouvée. On appelle ça un système pathologique. Quand vous avez une femme qui est masochiste ou qui prend des coups comme ça et qui l'accepte, et un autre qui est pervers et qui, lui, elle accepte aussi. On dit que c'est un couple pathologique parce qu'ils n'ont qu'une seule règle de fonctionnement. Il y en a un qui prend des bouffes et l'autre qui les reçoit. Et donc, mais les deux l'acceptent. Et les deux l'acceptent et vivent de ça. Voilà. Parce que l'autre, par exemple, du moment qu'elle prend des coups, c'est qu'on s'occupe d'elle. Jusqu'à-là, ça ne l'occupait pas. Et vous avez en même temps, et vous avez d'autre part, des couples fusionnels. Ceux-là aussi sont pathologiques, parce qu'ils n'ont qu'un seul couple, une seule règle de fonctionnement. Voilà. Il faut toujours que je dise que l'autre a raison. Et finalement, ils n'ont jamais que l'autre, il n'a pas toujours raison. Non, mais ça, c'est autre chose. On parle des pathologiques. Là, on est en pathologie. Quand vous avez quelqu'un qui dit toujours c'est l'autre qui a raison et tout ça, finalement, c'est un couple fusionnel. Alors, évidemment, de l'extérieur. Alors, c'est là où ça pose un problème qui n'est peut-être pas bien développé dans le livre, où je n'ai pas su le faire. C'est que beaucoup de choses de la moralité sont vues par les gens qui sont à l'extérieur, par les normes sociales. Alors, de l'extérieur, vous voyez un couple, ils s'aiment tous les deux et tout ça, mais ils sont pathologiques. Alors que vous voyez l'autre qui se tape dessus, tout ça, ils sont pathologiques. Ouais, mais c'est leur façon de vivre. S'ils ne sont pas comme ça, ils ne peuvent pas vivre. Bien sûr. Oui, c'est leur schéma. C'est leur schéma et c'est leur schéma. Et dans les deux cas, c'est au niveau du système, c'est que ça foire un peu. Oui, voilà, c'est là en fait où le problème, c'est la norme. Voilà. Alors la norme, ça définit, ça se passe au niveau du 3e étage à l'échelle de Watson, c'est le monde dans lequel on vit. C'est au niveau de la systémique synchronique, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec les gens à côté de nous, et puis les gens, la société, la religion, les règlements de la boîte où je travaille et tout ça. Et puis vous avez un quatrième étage qui considère les relations que moi j'ai avec un monde supérieur, spirituel. Qu'il soit spirituel profane ou spirituel religieux. On peut très bien dire je me bats pour une cause politique ou pour l'écologie ou je ne sais pas quoi, et en fonction de ça faire quelque chose qui fait que de l'autre côté ça ne sera pas bien vu si je vais attaquer les policiers qui veulent empêcher de faire des baignoires ou je ne sais pas ce qu'ils veulent là ou des choses comme ça. Moi je le fais pour sauver la planète et donc je suis pas capable de passer par-dessus les normes sociales. Donc on parlait tout à l'heure du choix, donc les abouliques sont des personnes qui ne sont pas capables de faire un choix. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce qu'en ne faisant pas de choix, elles font un choix. Le choix de ne pas faire de choix. J'ai pas dit qu'elles font pas, j'ai dit qu'elles peuvent pas faire. Le choix est impossible. D'accord. Parce que un paradoxe, c'est l'association de deux propositions qui sont incompatibles l'une avec l'autre. Le bois sec et mouillé, comme exemple. Oui. Alors, le bois sec et mouillé, ça, c'est un paradoxe. Le bois mouillé et sec, c'est une contradiction. Parce que s'il est mouillé, il ne peut pas être sec. Mais quand on dit le bois sec est mouillé, le bois sec n'est pas par rapport à mouillé ou par rapport à la flotte. Il est sec par rapport à vert. Et oui. Donc on pourrait dire le bois vert est mouillé. Il se trouve qu'il n'est pas vert, il est sec, le vert. C'est le bois qui n'est pas vert. Et c'est le fait d'avoir des mots qui se ressemblent qui fait que ça entraîne une confusion. D'accord. C'est ça l'association des deux. Alors que les deux propositions ne sont pas au même niveau. Alors que dans la contradiction, c'est où il est mouillé, où il est sec. Oui, il est sec. Sec à l'inverse de mouillé. Oui, oui. Donc comment on sort du paradoxe? Alors, il y a plusieurs façons de sortir. La première, c'est de démonter le paradoxe. Déjà, il faut avoir conscience du paradoxe. Donc ça, c'est souvent un professionnel qui nous le souligne. Oui, qui le fait venir, qui le fait amener au problème. Mais ensuite, vous avez, pas obligatoirement, vous pouvez très bien avoir des fausses sorties du paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont
Vous savez, par exemple, une fille qui dit « Moi, je ne supporte pas que mon père soit industriel, que ma mère fasse toujours de l'art, que ma mère se présente tout ça, et puis j'arriverai jamais à montrer à mon père ceci. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient anorexique mentale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle ne supporte pas le monde dans lequel elle vit, et elle s'enferme dans un monde, dans un système qui est encore plus pathologique, encore plus fermé, encore plus rigide. Donc, dans un autre paradoxe, encore un système encore plus fermé que ce qu'elle vit. Elle fuit, mais pour s'emprisonner encore plus. C'est le cas de tous les gens qui trouvent dans une secte, dans un parti politique, dans un truc, qui s'enferment dans un truc, et puis ils ne prennent plus qu'un seul objet, il n'y a plus qu'une seule raison, et ils s'enferment dans quelque chose qui est encore plus pathologique que ce qu'ils avaient au départ. Mais ils ne le savent pas. Et quelquefois, là aussi le mot pathologique va pas bien, parce que quelquefois vous pouvez très bien avoir une vie un peu n'importe comment et ne pas la supporter, vous rentrez dans un système par exemple religieux bien encadré, tout ça, où vous pouvez vous épanouir, vous pouvez... C'est peut-être le cas des moines. C'est le cas des moines, mais c'est aussi le cas des gens qui rentrent dans une secte, à ce moment-là, ce serait un truc qui est pas reconnu par la société. Et oui, voilà. Donc on ne peut pas parler de pathologie, ça pose un problème. Alors vous parlez, vous, de les deux sorties, il y a des sorties possibles, la rétroaction positive et la rétroaction négative. Donc il faut passer d'une rétroaction négative à une rétroaction positive. Et oui, il faut tomber sur quelque chose qui vous permette de vous épanouir, mais on peut être épanoui dans quelque chose qui ne va pas bien. Et oui, voilà. Par exemple, la résilience. Vous avez la résilience. Cyrulnik a beaucoup parlé de la résilience et il raconte que vous avez un gosse qui est martyrisé ou je ne sais pas quoi, il se sublime et il devient le père des autres qui n'ont pas eu d'enfant. Par exemple, il devient prêtre, il devient médecin, il devient assistant social, éducateur, tout ça. Mais vous avez le même. Ça, c'est quand ça se passe bien. Mais vous avez le même qui est, quand il était petit, il a été martyrisé, tout ça, et donc il veut être le père pour d'autres qui n'ont pas eu. Et qu'est-ce qu'il devient? Il devient chef de gang, ou il devient gourou dans une secte, et il devient le père des autres. Oui, bien sûr. Mais d'un point de vue du psychisme, c'est le même phénomène, le mécanisme. Alors qu'un est reconnu, j'allais dire pathologique, et n'est pas reconnu par la société, et un est accepté par la société. D'accord. Mais le mécanisme, c'est le même. Oui, c'est pour ça qu'il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser facilement. Et oui, bien sûr. Alors après, il y a quand même la troisième proposition. Oui, c'est celle qui vous oblige à faire un choix. Voilà. Parce que vous avez quelqu'un qui a un pouvoir, qui est un éducateur, qui est un adulte pour un enfant, qui est quelqu'un qui a un savoir, qui est un professionnel, etc. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'anecdote avec la technique des 2 cadeaux. Oui, c'est un truc de Salomé. Ouais, c'est un truc de Salomé parce qu'on ne sait pas, quand les gens qui perdent, vous avez quelqu'un, une femme qui perd son enfant à la naissance ou de mort naturelle et tout ça, et puis elle est comme ça et elle se dit j'ai perdu mon enfant ou c'est de ma faute parce que c'est moi qui l'ai porté, j'ai pas fait ceci ou j'ai fait cela qu'il fallait pas, etc. Et en faisant 2 cadeaux, ça permet de faire prendre aux gens conscience qu'il n'y a pas qu'une solution. Parce que quand il y a une solution, vous n'avez pas de choix. Vous avez 2 solutions quand vous n'avez pas de choix. Soit il n'y a pas de solution du tout, soit il n'y en a qu'une. C'est aussi un truc pathologique. Et la troisième, il y a 3 solutions. Et la troisième, c'est quand il y a tellement de solutions que vous ne pouvez pas choisir. Bon. C'est le cri de Munch en particulier, au niveau des angoisses. Et donc cette femme, elle a perdu son gosse, et alors on lui demande d'aller au cimetière et de faire un cadeau qui concerne le petit, parce que ce petit, elle l'a mis au monde, ce petit lui a montré qu'elle pouvait être maman, que c'est elle qui a donné la vie à quelqu'un. Il y a du positif, malgré tout. Et oui, parce qu'elle a trouvé quelque chose, et ça a déclenché chez elle quelque chose qu'elle ne savait pas avant, parce qu'avant de faire un gosse, elle ne savait pas. Bon. Donc elle fait ce gosse. Mais après, il faut qu'elle fasse un cadeau pourri, parce que le petit, elle l'a pas mis au monde pour qu'il meure comme ça, pour qu'il crève après moi d'une maladie du sommeil ou de je sais pas quoi. Et donc, on lui demande de faire un cadeau pourri, avec des oursons avec les yeux arrachés, enfin des clous, en disant tel jour j'ai fait ça et tu as fait ça, tu n'aurais pas dû, tout ça, quel que soit l'âge du gamin, parce que c'est pas le problème. C'est pour que la maman prenne conscience qu'il y avait des choses qu'elle a appris de ce petit et qui sont des trucs extraordinaires, parce qu'elle pourra refaire un petit. Puisqu'elle sait qu'elle peut le faire. Et qu'elle peut être maman, et qu'elle peut aimer quelqu'un, et qu'elle peut se sacrifier pour quelqu'un. Et puis il y a des choses qu'elle ne peut pas accepter. Elle ne peut pas accepter que son petit soit mort à cet âge-là, que son petit se drogue, que son petit, je sais pas quoi.
Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, là. Il y a autre chose, mais on en parlera plus tard, après. Alors, donc, pour le phobique, donc vous dites, est-ce que pour la personne qui est phobique, par exemple, est-ce que ça se joue dans l'enfance? Est-ce qu'il y a un traumatisme? Est-ce qu'il y a un manque? Et qu'on va retrouver ensuite sur l'adolescence ou sur l'âge adulte, ou pas nécessairement? Pas nécessairement, parce que ce sont des réactions... les gens se bloquent sur quelque chose, sur une phobie, mais après on peut très bien transformer. Moi je connaissais quelqu'un qui avait peur du sang, et il est devenu hématologue, il était médecin, et quand la première jour on était rentré à la salle au bloc à la salle à dissection, et il tombait dans les pommes, alors qu'on venait de rentrer parce qu'il a vu des cadavres, et il tombait dans les pommes. On était étudiants, on avait 18 ans. Et ce mec est devenu hématologue, il voyait du sang toute la journée. Donc on peut très bien transcender le truc. Hein. Donc c'est pas... Je ne sais pas comment parler, les névroses. Il n'y a pas de règle. Voilà. On peut parler sur les névroses, ça nous éloigne un peu du bouquin. Les névroses psychologiques, ça s'appelle la phobie, l'obsession et l'hystérie. Il y a, je ne sais plus comment qui c'est qui a expliqué ça, il y a deux corps. Un corps qui est positif, un corps qui est négatif. L'hystérique, elle se dit que celui d'en face, il est positif, mais qu'elle a à l'intérieur d'elle quelque chose, une boule qui est pourrie. Donc elle va attirer l'autre, elle va le draguer, tout ça pour qu'il vienne. Et quand il arrive, elle le rejette, parce que si elle le touche... elle va le pourrir. Elle va le pourrir. Et finalement, c'est une sorte d'amour qu'elle n'arrive tout pas à fait. Et elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas se donner, donc chaque fois, elle le casse. Mais ça, il y en a beaucoup des gens qui refusent des situations amoureuses, il y a finalement. Beaucoup d'hystériques. Surtout les femmes, avec plaisir. Le phobique, lui, il a deux objets. Il a des objets qui sont opposés. Et l'obsessionnel aussi. Alors l'obsessionnel est incapable de choisir si la situation qu'il va affronter est bonne ou mauvaise. Et donc il est perturbé, ça lui donne ça. Et le phobique, lui, il a l'objet qui est mauvais à l'extérieur. Donc il ne peut pas s'en approcher parce qu'il se serait touché. C'est une façon comme une autre de décrire métaphoriquement les psychologies. Oui. Les névroses psychologiques. D'ailleurs, en parlant de névroses, vous donnez l'exemple de Pavlov avec le chien, à qui il apprend à manger dans sa gamelle, et puis avec un cercle, puis petit à petit, il ovalise ce cercle qui devient un ovale, et le chien finalement continue à manger. Non, c'est pas comme ça. Ah. Ça, c'est la démonstration de la névrose des camps, ça s'appelle. Il avait des chiens, il y a plusieurs de chiens, mais celui-là, c'est celui de la névrose des camps. Bon, on dresse des chiens à manger sous une assiette qui est ronde. Quand il mange dans celle qui est ovale, il prend par le plancher une décharge électrique. Oui. Bon, et il y a un mur sur lequel il peut sauter en cas de problème. On trafique les trucs et bon, le chien ne peut plus choisir. Donc, se trouve dans une situation où aucun choix n'est possible. Donc, il est face à un paradoxe. C'est une situation paradoxale. Et à un moment, il mange. Et il ne comprend pas pourquoi il reçoit une décharge. Eh oui. La décharge devient aléatoire. Et alors, comme il est perdu, il n'a même pas le réflexe de sauter sur le muret qui le protégerait. Il reste sur place à prendre les décharges sans bouger. On appelle ça les névroses des camps parce que ça ressemble au comportement de ce qu'on appelait les musulmans dans les camps de concentration, qui restaient sur place, qui se faisaient tirer dessus sans faire au moindre geste pour bouger. Dans le film La liste Schindler, à un moment, le gamin, il part, et l'autre lui tire dessus, il se retourne et il n'essaye même pas de partir, de courir. Il attend le deuxième coup pour se faire tuer, le gamin qui sort de chez lui. Là. Alors moi, là où j'ai une question, on a parlé tout à l'heure de la femme avec le mari violent, donc qui prend les coups. Est-ce que justement on peut rapprocher cet exemple des relations toxiques qu'entretiennent certaines personnes? Tout à fait. Les relations toxiques, c'est ça, ce sont des relations qui sont basées sur des règles de fonctionnement qui sont faibles, il n'y en a pas beaucoup, et peu variées, et qui sont pas faibles, elles sont très dures, mais elles sont peu variées, il n'y en a qu'une, quoi. Eh oui. Eh oui. D'accord. Vous donnez les trois verbes, donc le faire, l'avoir et l'être. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai pas très bien. Je vous avoue. C'est pour la définition des personnalités des gens. Surtout quand on est vers la fin, parce que je suis gériatrie. En gériatrie. Oui. Et vous avez des gens qui acceptent la mort facilement parce que
ils avaient fait ce qu'il fallait quand ils étaient vivants, ils ont construit une entreprise. Donc ils étaient dans le fer et dans l'aide. Oui, ils ont donné quelque chose dans le... Ça, c'est quand ils sont dans l'être. Ils ont fait quelque chose, ils le donnent à leurs enfants, oui, donc maintenant, ils peuvent mourir parce que ça manquera à personne, ils ont tout fait. Vous avez des gens qui sont dans l'avoir. Ces gens-là, ils gardent toujours leur affaire, ils ne veulent pas la donner, surtout chez les paysans, qui gardent leur truc jusqu'à la fin. Ils ont et ils veulent pas. À travers ça. Hein, ils vivent à travers ça. Oui, parce que s'ils n'ont pas d'argent, mes gaffins vont me laisser tomber, tout ça, et donc ils viennent m'aimer, même parce que j'ai le pognon, parce que c'est moi qui tiens les reins. Et puis vous avez des gens qui sont dans le faire. Mais le faire, c'est le fait qu'on est incapable de faire quelque chose, mais quand on n'est plus capable, qu'est-ce qui reste? Soit l'avoir, soit être quelqu'un. Quand on est quelqu'un, eh ben, c'est qu'on a tout fait, que maintenant on est tranquille, enfin, on a l'esprit, on a. Oui. Même si on nous abandonne, c'est pas grave. Oui, on a fait ce qu'il fallait. Parce qu'on est passé à la sublimation. Qu'est-ce que je suis sur Terre? C'est la névrose noogénique. On n'est plus au niveau de la névrose des psychologies, des névroses psychologiques. D'accord. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, la deuxième chose, c'était que vous dites donc de nommer le cancer pour le différencier avec la symbolisation interne et externe. Oui. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est très intéressant parce que dans un premier temps, souvent les gens le rejettent, mais si on n'est pas malade, on ne peut pas guérir. Donc il faut bien accepter ce cancer, mais si on l'accepte trop, et donc je trouve que c'était intéressant de le nommer et de lui donner surtout quand c'est la maladie qui touche un enfant, par exemple. Et ça, c'est Salomé qui dit ça aussi. Il dit vous avez un enfant qui a un cancer ou qui est mongolien ou qui a un handicap, tout ça. Il a aussi une veste verte. Et alors, vous pouvez très bien avoir un enfant et vous n'aimez pas la veste verte, mais votre enfant, c'est votre enfant, vous l'aimez. Oui, votre enfant est en prison ou ce que vous voudrez. Il faut différencier ce qu'il est et ce qu'il y a à côté. Ce ne sont pas deux choses différentes. Et le cancer aussi, on le nomme parce que si on arrive à lui donner un nom, on peut le rester à distance. Il y a beaucoup de gens qui donnent. C'est Simon Thorne aussi en parle. Il a travaillé que sur des cancéreux dépassés. Et je sais qu'il leur donnait un nom, il leur dit qu'il faut l'appeler par un nom parce que ça permet de le concrétiser, quoi, de ne pas mélanger le cancer et moi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est, c'est quand on mélange les deux. Et oui. Je peux très bien avoir un cancer et moi être quelqu'un d'autre. Et dans Chimonton, il y a un texte où je ne me rappelle plus le truc exact, mais une femme qui dit « J'ai commencé à vivre le jour où j'ai appris que j'avais un cancer ». Oui, voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Donc ça, on a dit plein de choses déjà. Je ne sais pas. Alors, donc on a parlé des fuites tout à l'heure, donc par exemple de l'anorexique qui s'enferme dans un monde encore plus étroit que ce qu'elle était. Ou un drogué qui rentre, si vous êtes drogué, vous êtes obligé de fuir la société, vous ne pouvez plus vous faire, vous êtes obligé de vivre entre drogués, vous êtes obligé de voler du pognon pour acheter de la drogue, vous avez une vie à la con par rapport à des gens normaux, vu de l'extérieur. Oui. Est-ce qu'on peut parler, la démence, est-ce que c'est le même cas? Est-ce que les gens qui sont atteints de démence, ils s'enferment dans un monde qui redevient de plus en plus petit? Oui, mais là, ils sont pour rien, c'est un problème neurologique, c'est un problème, une maladie, enfin, c'est un état. Il n'y a pas un traumatisme au début de la démence? Oui, pas nécessairement. Si, théoriquement, oui, parce que moi, j'avais soigné quelqu'un à Pusserier, il est revenu des camps de concentration, il y avait marqué sur le papier, ça m'a scié parce que j'avais jamais vu ça, schizophrénie acquise sur le certificat militaire, médical militaire. Et en fait, d'après ce que disaient des gens de son âge, il avait été pris comme sujet de cobaye dans des expériences médicales dans les camps de concentration, je ne sais plus où. Et il y avait marqué ça sur le dossier. Mais théoriquement, là, on parle de la personnalité de noyau de ce qu'il est, c'est différent. Oui, c'est pas du tout pareil. Alors, vous parlez aussi des dépressions. Oui. Donc, les dépressions, finalement, on se rend compte en lisant l'ouvrage alors, on analyse tout le monde autour de nous après avoir lu l'ouvrage. C'est pour ça que c'est presque... Si on rentre dans le livre, ça devient un livre philosophique. Ah, mais c'est très intéressant, c'est un essai, et puis finalement, c'est presque... Ça devient ludique, parce qu'on se dit, on analyse les gens autour de nous. On cherche les gens normaux. Avant les fêtes. Il n'y en trouve plus personne de normal après. Il n'y en a pas chez moi, des gens normaux. Bon, ce qui me rassure, c'est que je ne le suis pas non plus. mais c'est vrai que, oui, finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ont un état dépressif, qui vivent avec. Quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui n'a que des idées, qui cherche tout ce qui ne va pas bien.
À la différence du sujet. Par contre, il est sensible aux émotions positives. Et oui. Hein. À la différence d'un sujet apathique qui, lui, ne ressent aucune émotion. D'ailleurs, vous dites, je vous fais la parenthèse, que les pervers narcissiques ne ressentent pas l'émotion chez l'autre. Et non. Donc c'est pour ça qu'ils le poussent à bout. Ben ouais, parce qu'ils s'en foutent. Mais que l'autre réagisse ou réagisse pas, ils s'en foutent. Mais eux ne ressentent pas leurs propres émotions non plus. Pas beaucoup. Non, mais non, parce que sinon ils se diraient je fais mal. Et oui, ils n'ont pas la notion du mal. Et ou la notion. Ça. Il y a une plaisanterie qui dit que un masochiste rencontre un sadique, il lui dit fais-moi mal, et l'autre il le regarde et il lui dit non. Oui, mais là il lui fait très mal. Ouais. Donc, mais ça c'était une plaisanterie. Oui. Et bon, donc vous avez le dépressif qui est quelqu'un qui cherche tout ce qui va pas bien dans le monde. Il interprète tout dans le sens négatif. Vous avez mais par contre, il est sensible aux choses positives. Oui. Et l'apathique, lui, c'est des trucs de maison de retraite, surtout quand on voit le vieux qui reste toute la journée les fesses sur une chaise et qu'on se dit il est dépressif, il est apathique. Alors la différence, c'est qu'un, on peut le faire réagir et l'autre, non. Parce qu'il est, il est à plat, il a le système, il peut plus. Et puis vous avez la grosse question, que c'est surtout dans le tome 2, mais c'est surtout la grosse question de savoir que la dépression, c'est un problème qui est interne à la personne. Alors que le burn-out, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Dans les deux cas, vous êtes triste, vous avez envie de rien, etc. Mais c'est pas la même cause au départ. C'est pas la même chose. Ouais. Alors, je caricature. Mais ça, vous l'expliquez très bien dans l'ouvrage. Ah ouais. Ouais. Je caricature, mais si vous voulez, quand vous êtes à maison de retraite et que vous dites je supporte pas ce boulot, je fais une dépression parce que j'en ai marre de laver les fesses des vieilles et tout ça, mais quand on est à maison de retraite, le travail normal c'est de laver les fesses des vieilles. Oui, mais il se trouve que vous avez votre grand-mère, je ne sais pas quoi, que vous avez vu ça et que vous ne pouvez plus. C'est votre problème, c'est vous qui faites un état, on appelle ça une dépression réactionnelle au travail. Hein, parce que c'est le travail qui vous fait revenir ça. Vous changez de boulot, vous allez être secrétaire, vous n'avez plus de problème. Et oui, bien sûr. Parce que c'est ça vient de vous. Oui. Par contre, dans le burn-out, vous êtes quelqu'un de normal et c'est le boulot qui, parce que vous êtes harcelé, parce que je sais pas quoi, parce qu'il y en a trop, qui fait que on vous fout dans un état, on vous déprécie, etc. Et que vous avez des choses qui arrivent. Mais vous êtes normal, c'est le boulot ou l'environnement du travail qui est pas normal. Ça vient de l'extérieur. Là, actuellement, on est dans une société qui est quand même relativement anxiogène. Depuis le Covid, depuis... Ça a toujours été anxiogène, il y a toujours eu des problèmes, des gens qui ont mal supporté les choses. Hein. D'accord. Il n'y a pas de... Seulement, il y a des moments où on le supportait, il y a des moments où on le supportait, on le disait, et puis il y a des moments où on ne le dit pas. Hein. D'accord. Les syndromes post-traumatiques, on n'en parlait pas il y a 20 ans. Et hein. ouais, bien sûr. Et donc, moi je crois qu'il y a toujours des gens qui vivent mal quelque chose, et bien à un moment on s'en fout. Il y a des gens, à des époques on s'en fout, et d'autres époques on en fait un cinéma. Oui, bien sûr, ouais. On pointe du doigt. Donc pour sortir donc il y a la pensée magique, cette fameuse pensée magique. Là ? La pensée magique. Oui. La pensée magique, c'est un truc qui vient des enfants, qui dit si, par exemple, je sors de l'école et si quand je marche pas sur les raies du trottoir, et mes papas et maman ne se battront pas. Ne se disputeront pas. Ça, c'est la pensée magique. Mais ça arrive pour beaucoup de gens. Hein. Ça arrive chaque fois, on se dit, si je fais ceci, il va arriver cela. Si je prie... Alors, évidemment, si je vais prier, c'est pour qu'il se passe bien. Si ça arrive, c'est que j'ai bien prié. Si ça n'arrive pas, c'est que je n'ai pas prié assez fort. Donc, on est toujours en porte-à-faux. Mais là, du coup, est-ce qu'on ne se met pas dans... Moi, je connaissais quelqu'un qui faisait des réussites. Donc, si elle réussissait sa réussite, tout allait aller bien pour telle personne. Mais si elle ratait, ça n'allait pas bien pour l'autre. Mais du coup, est-ce que ces personnes-là ne se mettent pas dans une sorte de culpabilisation ? Ça devient un jeu aussi, ça reste au niveau du jeu. Elle sait très bien qu'elle se le dit comme ça, mais ça reste. Elle sait très bien qu'il y a une différence quand même. Hein. Ou alors elle n'est pas bien. Mais c'est vrai que vous avez des gens qui tirent les cartes et tout ça. Moi je connaissais des gens qui se faisaient un truc astronomique, là, et puis ils disaient je ne me fais pas opérer tel parce que il y a ma carte de naissance, je ne sais pas quoi, je me fais opérer la semaine d'après. Enfin bon, mais ça c'est. Oui, c'est croyance. Est-ce que tout le monde, n'importe qui, à un moment donné, à la suite d'un bouleversement, peut basculer dans le pathologique ? Ou est-ce qu'il y a quand même des prédispositions liées à l'enfance ou Pathologique, ça veut dire que c'est mal vécu par l'extérieur. Oui, d'accord. Parce qu'on peut très bien être tyran, pervers et se causer, puis vous devenez président de la République et tout le monde trouve que vous êtes quelqu'un de bien. On en a un d'ailleurs. Bon, je voulais pas faire de politique. Mais tout le monde ne le trouve pas quelqu'un de bien. Non, mais
Je veux dire, si vous faites ça, ou chef d'entreprise, ou ce que vous voudrez, on peut trouver que vous avez filé du boulot à tout le monde. Mais à Medellin, comment il s'appelait, le truand, là, ben, il est vachement aimé parce qu'il a filé du boulot à tout le monde. Donc, le pathologique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut le dire, la pathologie, c'est quand il y a une souffrance du sujet. Ah, mais vous pouvez très bien être pervers et ne pas souffrir. Et puis réussir dans votre vie. Tout à fait. Donc on mélange les choses, c'est pas... Donc est-ce qu'on peut rentrer à un moment donné, tout le monde peut basculer dans le paradoxe? Oui. Le paradoxe, c'est on peut s'y trouver devant. Voilà. Oui. Et après, comment on s'en sort, c'est une autre histoire. Alors justement, est-ce que si on a quelqu'un dans notre entourage qui est dans un paradoxe, est-ce qu'on peut l'aider ou est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il aille voir un professionnel? Ben, c'est-à-dire que quand vous êtes trop près du sujet, le sujet ne vous écoute pas. Donc c'est le fameux détachement dont vous parlez. Il faut un certain détachement. Parce que dans la famille, c'est quand on est trop près du sujet... Eh oui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Par exemple, il y avait cette histoire une histoire de cette femme qui avait son fils qui était en prison et elle me disait, je ne comprends pas, mais quand elle s'occupe des gens à l'extérieur, en milieu ouvert, elle s'occupe de 50 personnes qui sont droguées ou je ne sais pas quoi, mais bon, si elle en sauve, s'il y en a un qui ne part pas, qui ne réussit pas, et si elle en sauve 7 ou 8, ben elle est contente. Mais son fils, c'est ou bien ou mort, 100%, il n'y a pas d'1% de guérison. Comme un prof, hein. Vous avez 30 gosses, vous en avez deux qui réussissent, deux qui réussissent très bien et puis deux qui réussissent très mal, et bien vous dites j'en ai fait tant de pourcents de bien et tout ça, donc j'ai gagné ma vie, j'ai réussi Mais vous rentrez chez vous, vous n'en avez qu'un de gosses, où il marche ou il ne marche pas. Et il faut que ça marche. Et en plus, il sait très bien comment vous réagissez, et puis vous l'avez 24 heures sur 24, donc il joue avec vous. Moi, je vois avec les petits-fils, il joue avec les parents pour les emmerder, parce qu'ils font des trucs, parce qu'ils les ont tous les jours sur le dos, et puis ils savent comment l'autre va réagir, comment il va se mettre en colère, comment il prévoit tout ça, même à 2 ans. Ah ben oui. Mais ils savent où, sur le bouton sur lequel appuyer. Alors que quand c'est vos gosses, quand vous êtes à l'école, vous avez le gosse, vous l'avez que 4 heures par jour, et puis le reste, le samedi et le dimanche, vous ne les avez pas, puis les vacances, ils allaient se faire avoir. Oui, puis à la rigueur, s'il est dans l'échec, il est dans l'échec, on s'en fout. Il y a pas non, on ne s'en fout pas, mais les relations ne sont pas les mêmes. Oui, voilà. Et en plus, ils vous considèrent, quand vous êtes à l'extérieur, comme quelqu'un qui a un pouvoir parce que vous savez des choses. Quand vous êtes à la maison, vous n'avez aucun pouvoir. Vous êtes celui qui file à bouffer ou qui file des bouffes, ou qui donne les chocolats. Caricature. Hein. C'est ça. Donc cet ouvrage, moi je considère que c'est une balise pour repérer donc, quand on ne va pas bien ou quand un de nos proches ne va pas bien. Ça nous donne quand même c'est très vulgarisé dans le bon sens du terme, hein, l'écriture est fluide, vous vulgarisez bien les notions et les notions. Il y a beaucoup d'humour, donc bon, moi je retrouve votre humour hein, quand vous nous dites combien de fois il nous arrive de soigner des gens sans le faire exprès. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça m'était arrivé parce que une fois, une femme qui me dit, depuis que je suis venu chez vous, j'ai arrêté de fumer. Mais on n'avait pas parlé de ça. Et elle me dit, oui, mais j'ai arrêté quand même. Vous savez, il m'arrive de soigner les gens sans le faire exprès. Ça, c'est merveilleux. Et oui, parce que souvent, et en fait, ça veut dire aussi que quand on dit quelque chose, les gens viennent avec une... Et puis tout d'un coup, ils entendent quelque chose que nous, on n'a pas prévu. Et oui, bien sûr. Et bon, je me rappelle une séance d'hypnose, on était en groupe, et le formateur, il disait, on est sur la terre, on est allongé, avec l'idée qu'on est dans l'herbe, tout ça, et tout d'un coup, il m'a pris ce fois à pleurer, parce que nous, on était au soleil, on se voyait en train de tout bronzer, tout ça, et elle se voyait enterrée. En train d'être enterrée, donc elle s'est foutue à pleurer. Oui. Pourquoi elle a dit ça? Je ne sais pas, elle s'est foutue en pleine séance. On ne pouvait pas le prévoir, parce que dans le bouquin, il y a marqué que vous dites aux gens, vous êtes allongés sur l'herbe, il y a le soleil, il y a de l'herbe et tout ça, et donc c'est le bonheur. Et l'autre, il se voit pleurer parce qu'elle se voit enterrée. On pouvait pas, c'est pas toujours la réaction des gens par rapport à ce qu'on dit. C'est ça que je veux dire. D'accord. Cet ouvrage vous a accompagné ces ouvrages vous ont accompagné toute votre vie. Ah oui. Pourquoi? Parce que j'ai commencé vers 16 ou 17 ans, je travaillais, moi je faisais du judo à l'époque, et puis je m'étais intéressé au zen. Et le bouddhisme zen et tout ça, le bushido et tous ces trucs. Et puis donc dans le zen, il y a la discipline zen, et il y a beaucoup, on parle des koans et des mondos. Les uns, ce sont des situations qui n'ont une réponse idiote. On vous demande, le maître, il vous dit, quelle est la signification de l'arrivée de Bodhisattva dans l'Est? Et il vous répond, c'est l'arbre au fond du jardin. Et avec ça, vous démerdez.
Et alors l'autre qui vous dit, et l'autre qui vous pose un paradoxe. Il dit, il y a les fameuses histoires du chat que j'adore beaucoup, pour plusieurs raisons. Vous avez le grand maître qui appelle ses élèves et qui leur dit, si vous dites ceci est un chat, je le tue, parce que c'est une affirmation. Si vous dites ceci n'est pas un chat, je le tue, parce que c'est une négation. En dehors de l'affirmation et de la négation, parlez, sinon je tue le chat. Personne ne dit rien, le type il tue le chat. Oui. Arrive un moine qui est beaucoup plus évolué quelques jours plus tard, il raconte l'histoire, l'autre il prend sa chaussure, il se la met sur la tête, il se tourne contre le mur. Et le maître il sourit, il dit si tu avais été là, le chat aurait survécu. Parce que une réaction, on peut appeler ça aussi une réaction schizophrénique, c'est complètement idiot. Mais la question était complètement idiote. Une réponse idiote à un monde qui est complètement idiot est une réponse tout à fait juste. Un schizophrène qui vous fait une bouffée délirante, s'il vit dans une situation qui est pour lui complètement idiote, c'est une réponse tout à fait adaptée. Pas juste adaptée. Et d'autre part, c'est une façon aussi de se mettre la godasse sur la tête et de faire ça, tu m'emmerdes, tu dis n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça que je m'étais intéressé à ça. Bon, quelques temps plus tard, j'ai fait médecine, j'ai fait pousser, je fais de l'acupuncture, je tombe sur le taoïsme. Le taoïsme, c'était juste avant le zen, et on me parle des paradoxes et tout ça. Alors je continue tout ça, alors moi j'étais comme un poisson dans l'eau, puis j'arrive quelques années plus tard, je fais des psy, et je tombe sur l'école de Palo Alto, le MIR de Palo Alto, les thérapies brèves, et on me parle des paradoxes. Et alors donc, finalement, j'ai décidé de travailler ça, parce que ça faisait des années que moi j'étais dedans. Je plaisante, mais c'est ça. Tout ça pour dire que si vous avez un gosse qui fait des trucs qu'on ne comprend pas, peut-être qu'un jour, dans son garage, il fabrique un ordinateur ou il fabrique un truc un peu original et que ça peut toujours, on peut se servir de tout. Ah ben oui, ce qu'on a appris dans la vie. Oui. Cet ouvrage, ça peut être un guide, ça peut être un compagnon aussi pour les professionnels. Il y a une dernière partie d'ouvrage, il y a les fameuses 5 minutes. Les 5 premières minutes de l'entretien psychothérapeutique. Oui, ça m'avait beaucoup amusé. C'est un professeur M. Osterman, là, le professeur, celui qui a fait la préface. Oui, qui m'avait demandé, il devait faire un truc, il m'avait demandé qu'est-ce que tu en penses. Alors j'avais fait ce papier, parce que c'est vrai que si vous avez quelqu'un qui vient vous voir au cabinet pour vous dire qu'il ne va pas bien, ça on le sait, s'il va bien, il ne vient pas. Ou alors il est amené de force et c'est pas la même chose. Il peut être amené sur ordre, tout ça. Bon. Mais quand il vient, après il va vous expliquer pourquoi il va pas bien. Si vous explique pourquoi et que vous l'écoutez, oui, il ferme les portes. Ben, il a compris pourquoi il va pas bien. Et en plus, il dit, je sais que j'ai pas bien parce qu'il m'a. Oui, il a été d'accord, il a rien dit. Et alors, on finit pas. Je me rappelle que j'avais eu une patiente qui vient me voir et elle me dit, et donc cette femme, elle fait un burn-out, elle fait c'était à l'époque une dépression. Donc elle va voir un toubib qui dit elle fait une dépression. On la fout sous antidépresseur, donc elle fait une dépression. On la fout à l'hôpital psychiatrique, donc elle était bien dépressive. Tout le monde lui dit qu'elle est dépressive. Et elle voit son mari il dit elle est dépressive puisque tout le monde dit qu'elle est dépressive. Et elle arrive chez moi. Elle avait l'étiquette. Voilà. Et donc tout le monde considérait que c'était normal. Elle arrive chez moi, je dis mais c'est pas du tout une dépression, c'est un burn-out. Et on remonte tout ça. Bon, il a fallu. En plus, elle était dépressive parce qu'elle bouffait d'antidépresseurs, alors que normalement, on bouffait d'antidépresseurs parce qu'on est dépressif, pas le contraire. Mais les gens, ils disent je suis dépressif parce que je bouffais d'antidépresseurs. Et donc cette femme, je lui ai dit c'est un burn-out et on a travaillé sur ça. Bon, une fois qu'elle a avalé ça, on a compris que les problèmes venaient de l'extérieur, pas d'elle. Et donc on est remonté, on est sorti de cette histoire. C'est pour ça que... C'est passionnant quand même. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas écouter les gens. Parce que si vous les écoutez, on ne sortez pas. Et oui, c'est réducteur. Non, ils viennent, si vous les écoutez, ils repartent comme ils sont rentrés. Et donc ils repartent avec les mêmes problèmes. Alors vous avez le cas typique du syndrome de Munchausen. Vous avez un type qui vient, qui vous dit, parce qu'en plus il construit sa maladie, c'est la maladie factice, il construit sa maladie au fur et à mesure. Donc ce type, théoriquement, il va voir un médecin et lui dit j'ai mal à la jambe. C'est peut-être une sciatique. Alors l'autre il lui lève la jambe, il dit non, parce qu'en une sciatique, quand on lève la jambe, on a mal. Il va voir un deuxième médecin, il dit j'ai une sciatique, il lui lève la jambe, ah j'ai mal, ah oui vous avez une sciatique, on va faire une radio. Il revient à la radio, il dit mais ça veut rien dire parce qu'il y a des radios qui sont normales. Alors il va voir un troisième, il lui dit je fais une sciatique, il lève la jambe, il a mal, il fait une radio qui est normale, et puis il a dit oui mais des fois on trouve que ça peut venir, et finalement de l'un à l'autre, j'ai vu des gens se faire amputer. Ils sont sortis du bloc, le type il dit il est sorti du bloc euphorique.
Et alors j'ai dit, mais euphorique, il dit, ce mec c'est Mouchardin, je leur avais dit moi. Et le type, il avait déjà plus sa jambe, mais bon, à force de raconter leurs histoires comme ça, il se l'a construit au fur et à mesure. Et alors après on voit ça chez beaucoup les femmes, théoriquement les femmes du milieu médical, les infirmières, les assistantes sociales, les instituts, des choses comme ça, qui font une maladie à leurs enfants, parce que du moment que l'enfant est malade, elles sont quelqu'un d'important parce qu'elles ont un enfant malade. Et donc plus l'enfant est malade, alors, il y en avait une à l'époque, elle ne comprenait pas pourquoi quand elle venait voir son gosse allait de plus en plus mal, parce qu'elle le bourrait de suppositoires, elle foutait du suppositoire dans le derrière quand il n'y avait personne. Et un jour on l'a trouvée, ils l'ont surveillée, puis quand elle est rentrée, ils l'ont vue en train de foutre du suppositoire dans le derrière de son gamin pour qu'il soit toujours malade et qu'il soit toujours malade. On retrouve quand même un petit peu l'aspect de la femme battue, qui sait qu'elle est battue, mais... Mais là, c'est parce que ça leur donne une identité. Voilà, ça donne une identité. Puisqu'ils sont quelqu'un, parce qu'ils n'ont déporté, alors en plus, ils ont la carte d'handicapé, ils ont la médaille d'or, c'est comme s'ils avaient la Légion d'honneur, s'ils ont la droit au truc, tous ces machins. Ils peuvent même faire les Paralympiques, s'ils sont sportifs. Ouais. Et oui, ça peut donner... Donc c'est un problème, parce que... Et est-ce que derrière ça, il n'y a pas une recherche d'étiquette ? Est-ce que les gens n'ont pas besoin d'une étiquette pour se construire pour être quelqu'un. Oui, ça c'est parce qu'il y a une différence entre la personnalité intérieure, ce qu'on pense de nous, et ce qu'on est. Quand vous n'avez pas de personnalité, que vous n'avez pas de quelqu'un de problème spirituel, ça qui vous dit je suis quelqu'un, eh bien vous dites je suis quelqu'un et je suis reconnu parce que je suis tel métier, ou je suis complètement fou, et donc j'ai une importance. Parce que je suis quelque chose d'extérieur. C'est les personnalités extérieures qui priment et qui fait que j'ai l'impression d'être quelqu'un à cause de ça. On raconte que Salvador Dali, il y avait une psychiatre qui disait que, à propos d'un tableau de Salvador Dali, parce qu'il a beaucoup peint l'Angélus de Millet. Oui. Et alors, on a dit un jour à Dali que sous le sac de patates qu'il y a dans le monsieur ça au milieu du champ, il y avait un cercueil d'enfants. Et que le premier qui a vu ça chez Millet, il dit, c'est un tableau est magnifique, mais tu ne peux pas mettre un cercueil d'enfants comme ça. Donc il a foutu un sac de patates au côté du son. Et Dali a dit, je l'ai toujours su, parce que c'est un enfant de substitution d'un gamin qui est mort 8 mois avant, qui s'appelait Salvador Dali. Et donc Salvador Dali, d'après la psychanalyste, n'aurait jamais su si c'était de lui qu'on parlait ou d'on parlait de son frère. Et donc pour se différencier de son frère, et elle a dit, il avait deux choix, ou être un génie ou être fou. Et elle ajoute, il n'a pas choisi. Comme on parlait de Dali. D'ailleurs, c'est un peu comme Van Gogh. Vincent Van Gogh avait eu un frère avant lui qui s'appelait Vincent. J'avais lu des biographies où il disait justement qu'en fait, il avait l'impression d'être ce frère qui était mort, parce qu'il avait la même identité. C'était pour ça qu'il s'était coupé l'oreille dans un moment de folie, parce qu'il... Donc ça fait peut-être partie des fêlures des artistes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, en tout cas, des ouvrages à lire et à relire, à offrir. Donc, Angoisse, Paradoxe et Système, tome 1. Il y a le tome 2 qui vient de paraître il y a quelques semaines, qui donnera lieu à une émission dans quelques temps. Est-ce qu'il y aura un tome 3 ? Non. Non. Ma cervelle n'arrive pas à suivre, non. On en restera là. Oui, il y en aura, mais il y en aura d'autres après. Je ne sais pas. Peut-être il y aura des études de cas. je jette l'idée comme ça. Peut-être. En tout cas, édition Maya, on le trouve en vente partout, sur Internet, chez les libraires. Et voilà, donc René Nury, Angoisse, Paradoxe et Système, tome 1 aux éditions Maya. Merci beaucoup René. Merci Virginie. Et à très bientôt pour le tome 2. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir.